Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. Vous regardez Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police-justice. Dans un instant, les coulisses de l'affaire Benjamin Griveaux. Et cette question, qui est Piotr Pawlowski? Cet homme qui est désormais en garde à vue pour s'expliquer sur l'affaire Benjamin Griveaux et sur ces vidéos intimes qu'il a donc diffusées. La femme qui fréquente et qui est aussi la destinataire des messages de Benjamin Griveaux est elle aussi en garde à vue, entendue par les policiers. Alors le décryptage, ce sera dans un instant, juste après le dossier de la semaine. Libéré pour raison de santé. Depuis mercredi, Patrick Balkany a quitté la prison de la Santé. Il dort désormais dans sa maison de Giverny. Depuis le 13 septembre, il était incarcéré pour fraude fiscale et blanchiment aggravé. Alors, que va changer cette libération alors que le couple Balkany est dans l'attente d'un nouveau jugement? Peut-il retourner en prison? Le décryptage, ce sera dans un instant avec Dominique et nos invités. Mais d'abord, les images d'une folle semaine, celle de sa libération, compilée par Clémence Diège. Alors qu'elle attend la sortie de son mari, Isabelle Balkany assure le show. Séance de selfie, sourire aux lèvres, la mère par intérim joue le jeu devant les caméras. Chérie, je suis devant la porte. Excusez-moi, je peux sortir? Tu me vois à la télé? Mon Dieu. Quelle horreur. C'est ridicule. Après plusieurs heures d'attente, Patrick Balkany sort de prison. À l'arrière de cette berline noire, il fait un signe de la main, fenêtre ouverte. Direction Levallois, suivi par les journalistes. Le couple va jusqu'à se laisser filmer dans ce parking. Patrick Balkany apparaît amaigri et voûté. Rapidement, il communique dans les médias. 24 heures après sa sortie, Patrick Balkany reçoit nos équipes au sein du moulin de Giverny. C'est justement dans cette demeure de 980 mètres carrés que le couple est tenu d'élire domicile par ordre de justice. Au fur et à mesure, je me suis dégradé, quoi. Dégradé physiquement, au point de me retrouver à l'hôpital en urgence. Oui, 2 fois, hein. Vous êtes hospitalisé. Vous avez beaucoup maigri. Aujourd'hui, je fais 75 kilos, j'en faisais 104. Donc vous avez perdu 29 kilos. Patrick Balkany a également interdiction de quitter la France et devra pointer 2 fois par mois en gendarmerie. Et invité d'affaires suivantes, Maître Florence Rouaz, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes avocate au barreau de Paris, spécialiste du droit pénal. Et à vos côtés, David Xavier Weiss, bonjour. Vous êtes adjoint à la mairie de Levallois, candidat aux élections municipales, on le précise, sur la liste Levallois au cœur. Est-ce que vous avez vu Patrick Balkany ces dernières heures? Est-ce que vous l'avez eu au téléphone? Quelles nouvelles vous avez de lui depuis cette folle semaine et cette libération mercredi? C'est quelqu'un, alors j'ai failli le voir quand il est sorti, mais j'étais sur votre plateau, donc j'ai pas pu, je l'ai croisé. Oui, mercredi, il est passé par Levallois directement à la sortie. Il est passé quelques instants à la mairie de Levallois, non pas pour faire campagne, hein, bien évidemment, mais c'était pour embrasser ses assistantes, ses collaborateurs et le personnel municipal qui était sur place et qui attendait. Ça faisait 5 mois et demi qu'on voulait le voir. Et voilà, c'était juste il y a rien de politique dans ce passage en mairie. Certains l'ont mal interprété et j'en suis désolé. Voilà, Patrick Balkany est aujourd'hui très fatigué. C'est quelqu'un qui a perdu près de 30 kilos, qui a eu un infarctus de l'intestin. Alors c'est une maladie très rare, mortelle à 80% des cas. Donc c'est quand même... voilà, il a quand même... c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Il est peut-être trop souffert pour la faute qu'il avait de toute façon reconnue. Alors il est désormais dans sa maison de Giverny. Il ne va pas vivre comme avant. Dominique, qu'est-ce qu'on sait de son contrôle judiciaire? Eh bien, il va devoir pointer. Il va devoir pointer. Contrôle judiciaire qui était allégé. Il y avait une sorte de caution de 500 000 € qui était supprimée. Il va devoir pointer à la gendarmerie de Giverny régulièrement. Il est autorisé, ce qui n'était pas le cas au début, à se déplacer quasiment dans toute l'Île-de-France, dans toute la région parisienne. Donc c'est un contrôle judiciaire allégé. Et là encore, c'est en raison de son état de santé. Maître, qu'est-ce qui fait? Il y a eu plusieurs demandes de libération qui avaient été refusées à chaque fois. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on accepte de remettre en liberté quelqu'un?
Manifestement, l'état de santé extrêmement grave de Patrick Balkany. Semble-t-il, il y a eu un rapport d'expertise d'un expert médical qui a alerté les autorités judiciaires en disant qu'il était dans un état très grave, incompatible avec la détention. C'est un des cas de remise en liberté prévus par les dispositions légales et le code de procédure pénale. Donc c'est l'état de santé manifestement très alertant qui a conduit à cette remise en liberté. Et c'est un rapport d'expertise. Et c'est un expert qui a été mandaté par le procureur, par le parquet. Donc pas du tout ni par la famille, ni par les parties intéressées. C'est vraiment le parquet qui a mandaté cet expert médical indépendant qui a évalué Patrick Balkany sur un état tant physiologique que psychologique et qui en a conclu son état de santé ne permettait pas une détention ni des mesures restrictives. Évidemment, ça ne gomme pas la condamnation, mais est-ce que ça veut dire qu'on retrouve une vie finalement assez normale ? Eu égard à son état, je ne sais pas il va vraiment avoir une vie normale. Je pense que le rapport d'expertise médicale mandaté par le procureur de la République, qui a conclu à un état de santé incompatible avec la détention, ça signifie que probablement il va le suivre des soins à l'extérieur qui étaient difficilement, qu'il pouvait difficilement subir dans le cadre carcéral. Et c'est la raison pour laquelle on considère qu'il y a possibilité de remettre en liberté lorsque l'état de santé est incompatible avec la détention ou bien lorsque, plus grave encore, le pronostic vital est engagé. Alors, Maître, il y a 2 jugements à venir, le mois prochain, puis un autre en avril, un en mars, un en avril. Est-ce que, à l'issue de ces jugements, s'il devait retourner en prison, on tiendra compte de cette expertise passée qu'il a fait remettre en liberté, ou est-ce qu'on fera d'autres expertises pour savoir si son état de santé, dans 2 mois ou dans 3 mois, il aura repris un peu de force, sera compatible avec la détention? Alors d'abord, pour y retourner. Patrick Balkany a plus de 70 ans, ça veut dire qu'il peut automatiquement bénéficier d'un aménagement de peine, même la loi Kouchner. Voilà, même si la peine est supérieure à 2 ans, c'est-à-dire les conditions d'une peine aménageable. À partir du moment où le mis en cause a plus de 70 ans, il peut bénéficier automatiquement d'une libération. En tout cas d'un aménagement, libération conditionnelle. Et puis sur un plan vraiment de santé, il doit subir d'autres opérations chirurgicales. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui a été, pour le coup, alors je sais que certains imaginent qu'il devait forcément payer, il a largement payé ce qu'il devait. De toute façon, le fisc a saisi tous ses biens, donc sur un plan financier, il est ruiné, et sur un plan humain, il a été vraiment cassé. Et humainement, ça a été très difficile pour ses proches de le voir comme ça. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'interview que Patrick Balkany a donnée à Bruce Toussaint sur BFM TV? Vous l'avez trouvé comment, l'homme? Il n'a pas changé, Patrick Balkany. Il a toujours été comme ça. C'est quelqu'un qui a été... il m'a beaucoup touché quand il a parlé d'Isabelle Balkany, parce qu'effectivement, il lui a rendu hommage. Il a rendu hommage à cette femme qui a tout fait pour le faire sortir. Isabelle a tenu en même temps les rênes de la boutique, si je puis dire, de la mairie pendant 6 mois. C'est une très belle forme d'hommage. Et puis, sur un plan politique, il arrête, bien évidemment. Il nous soutient, il soutient la liste conduite par Agnès Potier-Dumas, pleinement. Et bien sûr... Pardon, je vous interromps, mais quand il parle d'argent, quand il parle des 35 millions, quand il parle de l'héritage de sa femme, il ne faudrait pas que c'est un peu indécent quand il dit à Bruce Toussaint, on n'a plus d'argent, on est ruiné, on ne peut pas payer nos avocats. Vous ne trouvez pas que c'est un peu indécent, ça? Non, c'est pas indécent, ça reflète vraiment leur vie, c'est-à-dire c'était 2 jeunes mariés quand il y a 40 ans, quand ils sont connus, ils étaient richissimes, et aujourd'hui, ils ont été... d'une part, parce qu'ils ont vécu sur ce train de vie-là. Ils avaient de l'argent, mais quand ils ont bien vécu pendant longtemps, mais en puisant sur le capital, si je puis dire. Et puis le fisc est passé par là, et le fisc leur a tout repris. Donc aujourd'hui, ce sont des gens qui n'ont plus rien. Pour qu'on comprenne bien la suite de leur vie, entre guillemets, est-ce qu'aujourd'hui la justice a un droit de regard sur l'état de santé? Est-ce qu'elle peut commander régulièrement des bulletins de santé pour savoir où il en est? Oui, la justice a un droit de regard dès lors que, de toute façon, il va être à nouveau jugé devant la cour d'appel. Donc, on était au stade de la détention provisoire, il est encore présumé innocent. On n'a pas de décision définitive, et même s'il venait à se pourvoir en cassation, jusqu'au pourvoi en cassation, la présomption d'innocence
d'innocence et de mise. Mais effectivement, selon le code, il pourrait être remis en détention sur le plan théorique si l'état de santé venait à véritablement s'améliorer. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait que manifestement, l'expertise médicale qui a conduit à la remise en liberté, et c'est pas tout le temps comme ça, il faut vraiment que l'état de santé soit gravissime pour qu'il soit décidé, pour raison de santé, de remettre en liberté quelqu'un qui est, de surcroît, pas encore jugé définitivement. Et on rappelle effectivement le 4 mars, la Cour d'appel rendra son jugement dans le volet de la fraude fiscale et le 22 avril dans le volet blanchiment. Merci beaucoup à vous deux sur le plateau d'Affaires suivantes. Vous restez évidemment avec nous dans un instant. Les coulisses de l'affaire Benjamin Griveaux. Et cette question, qui est Piotr Pawlowski, cet activiste russe? Il est en garde à vue depuis hier, initialement pour des violences commises le 31 décembre, mais depuis quelques heures, il est entendu précisément dans l'affaire Benjamin Griveaux. Le décryptage dans un instant. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. Vous regardez Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police-justice. Dans un instant, cette question, saura-t-on la vérité dans l'affaire Pilarski, du nom d'Elisa Pilarski, cette jeune femme de 29 ans, enceinte de 6 mois, est retrouvée morte, mordue par un ou des chiens dans une forêt de l'Aisne en novembre dernier. Cette semaine, la juge s'est rendue avec les différents protagonistes dans cette forêt pour tenter de comprendre ce qui a pu se passer. Invitée d'Affaires suivantes dans un instant, l'avocate de la mère et de l'oncle d'Elisa Pilarski. Elle sera notre invitée pour faire un point sur l'enquête et sur les attentes de ses proches. Ce sera juste après les coulisses de la semaine. Il a été interpellé hier soir à Paris. Piotr Pawlowski est toujours en garde à vue et depuis quelques heures, il est désormais directement interrogé sur la diffusion des vidéos intimes de Benjamin Griveaux. Initialement, il avait été interpellé pour une affaire de violence qui remonte à décembre dernier. Avec lui, la compagne, la femme qu'il fréquente est elle aussi en garde à vue. Elle était la destinataire des vidéos intimes de Benjamin Griveaux. Alors que sait-on exactement de ces deux personnes? La piste d'un traquenard est-elle en train de se dessiner? Les toutes dernières informations, le décryptage, ce sera dans un instant avec nos invités, juste après le rappel des dernières heures avec Aurore Villemur. C'est dans les locaux de la police judiciaire qu'ils sont entendus depuis hier soir. Piotr Pawlowski et sa compagne Alexandra de Taddeo ont été placés en garde à vue pour atteinte à la vie privée dans le cadre de l'affaire Griveaux. À son arrivée, Juan Branco, celui qui se présente comme étant l'avocat de l'activiste russe, évoque une privation de liberté. Pour l'instant, j'ai des clients qui sont en détention pour une affaire prétexte qui a été utilisée afin de les priver de leur liberté. J'aimerais que le gouvernement soit capable d'assumer ses actes et quand il décide de priver en liberté quelqu'un. Actuellement, tous les deux sont donc interrogés sur les vidéos intimes attribuées à l'ancien candidat à la mairie de Paris et diffusées sur Internet. Dans cette affaire, Benjamin Griveaux a porté plainte. Mais à l'origine, c'est une toute autre affaire qui les a conduits ici. Hier après-midi, le couple est interpellé dans cet hôtel de la banlieue parisienne pour des faits de violence avec armes datant du 31 décembre dernier. Ce jour-là, une violente altercation éclate dans un appartement du 6e arrondissement de Paris. 2 personnes sont blessées au couteau. Le couple est toujours entendu par les enquêteurs. Leur garde à vue pourrait se poursuivre jusqu'à demain dans la journée. Et on va essayer d'y voir plus clair, de comprendre qui sont les protagonistes de cette affaire avec Mélanie Vecchio, journaliste au service police-justice de BFM TV. Galia Ackerman, bonjour. Vous êtes historienne, spécialiste du Mondreuse et vous avez traduit le livre de Piotr Pawlowski en 2016. C'est dire que vous connaissez bien le personnage. Et Jérémy Brossard, le rédacteur en chef du service adjoint du service politique de BFM TV, qui est aussi avec nous. D'abord, les dernières informations, évidemment, Mélanie, et ce motif qui s'ajoute donc à cette garde à vue en cours de Piotr Pawlowski, on l'interroge donc très clairement désormais sur l'affaire Griveaux. Oui, c'est le parquet qui nous l'a signifié il y a quelques instants de cela. Il faut rappeler que cet homme, en fait, il était d'abord recherché pour des faits de violence qui avaient été commis le 31 décembre dans un appartement du 6e arrondissement. Il aurait blessé plusieurs personnes au couteau et il aurait pris la fuite. Suite à cela, évidemment, il a été recherché et c'est dans ce cadre-là qu'il est interpellé
hier dans un hôtel de la banlieue parisienne. Donc, dans un premier temps, il va être interrogé sur ces faits. Premier temps de la garde à vue. Cette garde à vue qui va se prolonger et qui va en fait basculer sur un autre motif juridique. Là, c'est l'atteinte à la vie privée qui va être justement relevée par les enquêteurs. Et justement, cette personne-là va être interrogée sur ces motifs-là. Vont essayer de savoir quelle a été son implication, quel rôle a-t-il joué. On le rappelle, il a revendiqué très clairement avoir mis en ligne cette vidéo de Benjamin Griveaux. Donc cette garde à vue, elle a commencé hier après-midi. Elle peut durer jusqu'à demain après-midi. Galia Ackerman, on parle de cette procédure judiciaire en cours donc, contre Piotr Pawlowski en France en ce moment même. Il a déjà eu maille à partir avec la justice, notamment en Russie. Absolument. En fait, bien qu'il ait fait plusieurs actions de ce qu'il appelle l'art politique, qui ont impliqué surtout sa personne, avec même des blessures auto-infligées, etc., ce n'est pas du tout pour ça qu'il a été poursuivi en Russie, mais parce que, justement, avec sa compagne de longue date qu'on a vue sur les écrans, vous la voyez même maintenant, et avec laquelle il a eu 2 enfants, donc ils avaient un comportement très libre, je dirais, et notamment il y avait des sessions de sexe de groupe. Et au cours d'une de ces sessions, ils ont molesté une femme qui avait d'abord été d'accord, mais peut-être pas d'accord sur tous les points. Et donc c'était une jeune actrice qui a porté plainte contre lui pour abus sexuels. Et ensuite, elle était actrice à l'époque. Ensuite, il y avait le metteur en scène de ce théâtre qui a essayé de voir avec Pawlowski pourquoi ils ont violenté cette femme. Et pour la rencontre, Pawlowski a invité ses copains. Et donc, ils ont ensemble passé à tabac en infligeant des coups très durs à ce jeune metteur en scène. Et il y a une vidéo qui montre comment Pawlowski assène des coups de pied dans le ventre de la personne qui gît par terre. Donc un homme avec un profil on ne peut plus complexe, qui a eu plusieurs problèmes avec la justice. Vous parliez de sa compagne qu'on voit là à l'image. Ce n'est pas elle qui est en garde à vue en ce moment avec lui, puisque Mélanie, il faut le préciser, il y a une femme aussi qui a été interpellée hier soir en même temps que lui. Qui est cette femme? On sait qu'elle a 29 ans, qu'elle est originaire de Metz. Son père, c'est d'ailleurs l'ancien entraîneur du club de foot de Metz. Cette jeune femme, elle dit être en couple avec cet activiste russe depuis janvier 2019. Ça ne veut pas dire, effectivement, qu'elle ne le connaissait pas avant. Ce que l'on sait, c'est que cette femme, eh bien, elle a été interpellée hier, on le disait, dans le cadre de ces violences du 31 décembre, parce qu'elle était dans ce fameux appartement du 6e arrondissement de Paris. Les enquêteurs vont d'abord vouloir l'entendre sur ces faits-là. Et puis, cette interpellation, elle va basculer, elle aussi, en garde à vue, puisqu'il va y avoir la plainte de Benjamin Griveaux qui va être déposée. Et donc, ça va permettre aux enquêteurs de pouvoir l'entendre sous le régime de la garde à vue qui est actuellement en cours. Elle est avocate, hein. Elle est avocate, et tout à fait. On dit qu'elle est la destinatrice de la fameuse vidéo de Benjamin Griveaux. C'est la destinataire donc, de ces fameuses vidéos. C'est à elle que Benjamin Griveaux envoyait ces vidéos. C'était en mai 2018. Donc des vidéos qui, on le rappelle, pouvaient être effacées, mais qui ont été conservées et qui se sont trouvées sur cette plateforme, de porno politique, qui aujourd'hui n'est plus accessible d'ailleurs, cette plateforme en ligne. Et cet élément que vous donnez effectivement est important, la façon dont Benjamin Griveaux envoie ces vidéos. Il active un petit logiciel qui permet que cette vidéo se détruit au bout d'une minute, sauf si elle est capturée en temps réel dans la première minute, ce qui a été le cas donc en 2018 quand cette vidéo a été envoyée. Galia Ackerman, quels sont les réseaux de Piotr Pawlowski? Est-ce que derrière cette histoire, vous avez le sentiment, on ne va pas faire du complotisme, mais vous avez le sentiment qu'il faut aller voir ailleurs? Écoutez, il y a cette arrestation et donc les faits nouveaux que nous apprenons qui sont tout à fait étonnants parce que je vois très mal, connaissant un tout petit peu Piotr Pawlowski, c'est pas que je l'ai beaucoup visité, mais je l'ai quand même observé à 2 occasions en France, quand il est venu pour la promotion de son livre et ensuite
au début, quand il est venu pour demander l'asile politique, son éditrice m'a invité parce qu'il voulait que je prodigue des conseils comment il faut agir pour avoir rapidement l'asile, etc. En fait, tout ce que j'ai pu raconter n'a pas été utilisé parce que Pawlenski a dit qu'il ne voulait rien de l'État français. Et c'est son éditrice qui lui a trouvé un avocat qui sait comment... Sur ses réseaux, sur ces personnes qui l'entourent. A obtenu l'asile en 3 mois, ce qui est tout à fait inhabituel, je dirais. Maintenant, sur les réseaux, vous savez, c'est un homme très solitaire qui n'a jamais eu d'amis, ni en Russie, ni ici. Je pense qu'il a été pris en charge, si j'ose dire, par quelques personnes, dont l'ancien directeur de la maison d'édition Louison qu'il a publié, François Devers, qui vraiment faisait une sorte de tutelle. Mais à part ça, c'est un homme qui parle, comme vous avez pu constater, mal le français. Je ne sais pas encore une fois comment une avocate qui a été avec Benjamin Griveaux s'est retrouvée être avec Piotr Pawlenski, parce que Piotr Pawlenski, dans les histoires de couple, est quelqu'un de très spécial. Je peux vous raconter une petite anecdote qui le caractérise complètement. Donc, quand il était avec la mère de ses enfants, c'est Oksana Chaligina que vous voyez à l'écran, ils étaient complètement libres d'avoir des relations avec qui ils voulaient. Il n'y avait jamais d'histoire de jalousie, etc. Mais comme ils étaient impliqués dans une cause commune, il faut dire aussi qu'ils publiaient une revue qui s'appelait Propagande politique, ils devaient tout dire l'un à l'autre. Ne jamais mentir. Et donc, cette Oksana a eu une histoire avec quelqu'un dont elle n'a pas informé Pawlenski. Pawlenski voulait rompre avec elle pour cette trahison. Et Oksana, pour lui prouver sa bonne foi et que ça ne se répéterait plus, s'est auto-mutilée. Elle s'est coupée la phalange d'un doigt pour montrer que, voilà, elle s'est infligée la punition. Et dites-nous, certains le présentent comme un artiste. Qu'est-ce qu'il a d'artiste? Artiste en quoi? Écoutez, il y a un mouvement dans l'ère contemporain qui s'appelle l'actionnisme. On l'a connu par exemple à Vienne, il y avait toute une école d'actionnisme, mais il y avait une école d'actionnisme aussi russe à l'époque, à la fin de l'époque soviétique et l'époque post-soviétique. C'est des gens extrêmement violents, il faut dire, dont les actions ont toujours une motivation politique, si l'on peut dire. C'est généralement dénonciation de la société occidentale, de ses valeurs, ou de la société soviétique et post-soviétique et de ses valeurs, du capitalisme, etc. Et généralement, ils font des actions qui impliquent leur propre corps. Donc on peut appeler ça l'art ou ne pas appeler ça l'art, mais c'est reconnu, si vous voulez, par des historiens d'art comme une expression artistique. Maintenant, il faut dire que ce qu'il a fait en Russie et qui était soi-disant en protestation contre les agissements du FSB, la liberté de la parole, etc., etc. Vous avez pu voir les images, donc je ne vais pas me répéter. Ça n'a rien à voir avec l'acte de pure délation qui n'a strictement rien d'artistique. Alors, beaucoup de questions effectivement sur ces réseaux, sur ce passé que vous nous éclairez. Et puis, il y a aussi un volet qui se rajoute politique. Pour l'instant, on ne peut pas faire un puzzle complet de tout cela. On a juste des pièces, mais des pièces qui posent des questions. Jérémy, notamment, un personnage qui s'invite dans cette histoire, c'est Juan Branco. Juan Branco, c'est celui qui est arrivé dans les locaux de la police judiciaire aujourd'hui, où se trouve Piotr Pawlenski, sans vraiment dire qu'il le défendait, qu'il le conseillait, mais il y est. Qui est cet individu? Alors, c'est un personnage assez trouble, difficile à définir. Il a été avocat, il est toujours avocat, il a été journaliste. En tout cas, c'est un militant engagé à gauche et même un opposant à Emmanuel Macron. On l'a vu pendant un temps du côté de la France Insoumise. Il a été avocat de Jean-Luc Mélenchon et puis il a même été candidat pour les Insoumis en 2017 aux législatives. C'était en Seine-Saint-Denis. Et puis on l'a vu ensuite proche des Gilets jaunes, là aussi des opposants à Emmanuel Macron, à sa politique. Il a été avocat notamment de Maxime Nicole, qui est une des figures. Et justement, pour alimenter ce que vous nous dites, on va voir cette photo qui est assez troublante, photo où l'on découvre à la fois
Piotr Pawlowski, Juan Branco et Maxime Nicole sur la même photo un soir dans un restaurant. Oui, effectivement. Alors, c'est une photo privée, mais ça montre effectivement qu'il y a des liens et qu'il est au cœur, finalement, de la contestation contre Emmanuel Macron. On parlait des Gilets jaunes. C'est intéressant de voir que le 5 janvier dernier, on se souvient tous de cette image, de cet appareil de chantier qui défonce le portail du ministère qui était occupé par le porte-parole du gouvernement. Donc, il y a des Gilets jaunes. C'était un après-midi de manifestation, une nouvelle scène de violence. Et les caméras de vidéosurveillance montrent effectivement que Juan Branco est présent ce jour-là à quelques mètres seulement du portail qui est en train de se faire défoncer. Et rappelons qu'à l'époque, le porte-parole du gouvernement n'était autre que Benjamin Griveaux. Le fil conducteur de son action, c'est une opposition au président de la République. Il a publié un pamphlet dans lequel il appelle à la révolte populaire. Il s'en prend aux élites parisiennes, dont il fait partie, parce qu'il a grandi entre l'Espagne et les très beaux quartiers de Paris. Il a fait de très belles études dans de très belles écoles. Et ce qu'on peut retenir aussi, c'est que c'est un habitué des coups. On se souvient notamment qu'il est à l'origine, c'est lui qui a rendu public la liaison entre le secrétaire d'État Gabriel Attal et un conseiller du président de la République à l'époque. Il a exhumé aussi une conversation avec François Ruffin il y a quelques mois de cela, laissant penser qu'il y avait eu une entente pendant la campagne entre les deux hommes, ce qui n'était pas le cas. Et effectivement, on le revoit là au cœur de cette affaire, conseiller juridique de Piotr Pawlowski et qui revendique lui aussi finalement un acte politique. Donc c'est un des acteurs clés effectivement de cette affaire Griveaux. Mélanie, quelle est la suite judiciaire? Alors là, les gardes à vue vont se poursuivre. Pour la jeune fille, comme sa garde à vue a commencé un petit peu plus tard, elle devrait se terminer donc plus tard, donc demain soir ou plus tard. Et puis la garde à vue de l'activiste, lui, elle devrait se terminer, si elle va jusqu'au bout, demain après-midi. Merci beaucoup. On continue évidemment à suivre sur BFM TV tout au long de la journée ces gardes à vue qui sont en cours. Merci beaucoup à vous trois d'être venus nous éclairer sur le plateau d'affaires suivantes. Tout de suite, les invités de la semaine. Elisa Pilarski avait 29 ans. Elle attendait son premier enfant le 16 novembre dernier. Elle a été retrouvée morte dans une forêt de laine, mordue par un ou des chiens. Son propre chien est aujourd'hui soupçonné, tout comme ceux d'une chasse à courre qui avait lieu le même jour. Cette semaine, la juge a décidé de se rendre sur les lieux du drame avec les différents protagonistes pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. Alors que peut-on espérer de cette démarche? Saura-t-on la vérité bientôt? Qu'attendent les proches, qu'attend la mère d'Elisa Pilarski? Eh bien, son avocat, maître Cathy Richard, s'exprimera pour la première fois sur ce dossier à la télévision dans un instant sur ce plateau. Mais d'abord, les toutes dernières infos avec Clémence Diège. Retracer le parcours de chacun et entendre leur version. La juge d'instruction en charge du dossier Pilarski a passé près de 5 heures en forêt de Retz. En plus des gendarmes et de la brigade cynophile, Christophe Ellul, le compagnon d'Elisa Pilarski, et Sébastien Vandenberg, le maître d'équipage des chiens de la chasse à courre, étaient sur place. Chacun a réexpliqué à quel endroit il était, qu'est-ce qu'il avait vu, qu'est-ce qu'il avait pu entendre. Et on est dans une forêt qui est dense, avec un territoire qui est quand même pas simple à parcourir, et que chacun se fasse une idée visuellement au vu des déclarations qui ont été formées par les uns et les autres. Dans l'affaire Pilarski, beaucoup de questions restent en suspens. Quel chien est à l'origine de la mort de la femme enceinte? Dès novembre, 67 prélèvements ADN sont effectués sur les 5 chiens du couple, dont Curtis, qui accompagnait Elisa, et sur ceux de la chasse à courre. 3 mois plus tard, aucun résultat n'a été communiqué. Récemment, alors qu'il a été saisi par la justice et placé en refuge, Curtis a attaqué une bénévole. Un acte qui laisse planer le doute quant à la dangerosité de ce chien, qui suivra prochainement des analyses comportementales. Et invité d'affaires suivantes, maître Cathy Richard. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes l'avocate de la mère et de l'oncle d'Elisa Pilarski. Évidemment, on a comme première question de vous demander peut-être des nouvelles de la mère d'Elisa Pilarski. Comment va-t-elle depuis ce 16 novembre et cette affaire dont on parle beaucoup et qu'elle doit suivre évidemment par médias interposés aussi? Oui, la maman et l'oncle d'Elisa, enfin, je dis son oncle, c'est un peu comme son père adoptif, il a toujours été avec elle. Pour eux, c'est très difficile. Ce qui est surtout très difficile, c'est, comme me disait donc sa maman Nathalie, on ne se reconnaît pas. On ne reconnaît pas notre vie dans cette affaire. On ne reconnaît pas Elisa, on ne reconnaît pas notre vie. Tout ça, c'est à des kilomètres et à des années-lumière de nous. Déjà des kilomètres même
physiquement, puisqu'en réalité, Elisa a vécu pratiquement toute sa vie du côté de Pau, dans ce petit village. Et puis là, tout se passe loin d'eux, avec des sujets. Elle me disait, j'ai jamais parlé de chasse à courre avec Elisa, on n'a jamais eu l'occasion. Je crois même pas qu'elle savait qu'on chassait encore à courre. Ça se fait pas du tout vers chez nous. Donc elle dit, c'est terrible parce que on a l'impression on est dépossédé de notre vie. C'était qui, Elisa ? J'ai été dépossédée de ma fille. C'était qui, Elisa, de ma vie. Maître Cathy, justement, Richard. Elisa, c'était une jeune fille qui était un bébé très calme. Et ensuite, une petite fille très agitée, un peu hyperactive et surtout très proche de la nature. Elle était passionnée par les chevaux. Donc, elle avait passé son BPGEPS, elle était passionnée par le tourisme équestre au départ, l'équitation en général. Et donc, c'était une fille d'extérieur. C'était une fille qui se sentait plus proche de la nature et des animaux que des gens en réalité. Elle avait quelques très bons amis, un meilleur ami. Mais sinon, elle était pas très sociable. Enfin, tout ce qui est autour d'elle, tous ces gens qui s'emparent de sa vie, c'est un peu insupportable. Aujourd'hui, tout le monde parle d'elle comme si tout le monde était sa meilleure amie. Et qui font des commentaires sans rien connaître à l'histoire. Mais bien sûr. Les réseaux sociaux, c'est ça. C'est épouvantable. Tout le monde a construit une vérité sans attendre que l'enquête judiciaire décide. Avance. C'est-à-dire que j'avoue que moi, en 26 ans de carrière, je n'ai jamais vu un dossier dans lequel les gens partaient tant dans tous les sens. Les réseaux sociaux... Déchaînement. C'est un déchaînement total. Tout le monde a ses hypothèses. Alors tout le monde croit savoir. Tout le monde détient la vérité. Bien sûr. Tout le monde s'approprie Elisa en parlant d'elle comme si elle la connaissait par cœur. Alors que c'était vraiment pas du tout son caractère que de décider que tout le monde était son ami. Enfin, il y a quelque chose qui est très impudique aussi dans la façon. Alors on va justement essayer de faire un point avec vous. Il y a eu cette semaine cette nouvelle étape, cette démarche entamée par la juge qui a donc fait un transport sur les lieux, c'est le terme à employer juridiquement parlant. À quoi ça sert d'abord et est-ce que vous y étiez? Je crois que non. Pourquoi vous n'y étiez pas? Alors, tout ce qui se passe pendant l'instruction est du ressort est couvert par ce qu'on appelle le secret de l'instruction. Bon, alors dans cette affaire, c'est pareil, tout est dit et n'importe quoi, tout le monde a parlé, le procureur s'est exprimé dès le début de cette affaire. Il n'a pas de le faire. Et puis ensuite, normalement, c'est l'article 11, le procureur c'est celui qui peut en parler. Mais la vraie problématique d'un procureur qui parle trop tôt dans les dossiers, c'est que parfois, on arrive dans le mur. Je veux dire, on a connu ça dans le dossier Adama Traoré, et je suis désolée, mais on peut reconnaître encore peut-être qu'on va avoir ça dans cette affaire. Ce transport sur les lieux. Ce transport sur les lieux. Alors, ce transport sur les lieux, c'est une action que peut faire un juge d'instruction, c'est-à-dire retourner sur les lieux du crime ou du délit, puisqu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'un crime, et puis voir comment les choses ont pu se passer. Alors, ça peut être une reconstitution, si on a un auteur à qui on va demander de refaire des gestes, mais si c'est pas dans le cadre d'une reconstitution, ça s'appelle seulement un transport sur les lieux. Alors, transport sur les lieux, dans le cadre du transport sur les lieux, normalement, toutes les parties doivent être convoquées. Donc, effectivement, nous aurions dû, je le dis franchement, nous aurions dû être convoqués. Nathalie, la maman d'Elisa, son oncle et moi, on aurait dû être aussi convoqués. La juge d'instruction a choisi, dans le cadre de ce transport sur les lieux, de ne convoquer que Christophe, pour la bonne et simple raison que dans le cadre de la manifestation de la vérité, elle estime qu'effectivement c'est Christophe qui était sur les lieux le jour du drame et c'est Christophe qui peut dire voilà j'étais ici, j'étais là, etc. Voilà là où j'ai entendu ça, là où j'ai vu ça. Donc c'est vrai que c'est toute la différence entre un juge d'instruction qui va instruire dans le cadre de la recherche de la vérité, ce qu'on lui demande, et puis aussi un juge d'instruction qui informe les parties civiles, voyez. Et dans le cadre d'ailleurs d'une reconstitution, normalement, on n'est pas obligé d'avoir les parties civiles, mais ça doit pouvoir être. Alors l'idée, c'était d'y voir clair, parce que évidemment, pour l'instant, le scénario, et c'est la justice qui le dira sur ce qui s'est vraiment passé. Je voudrais qu'on écoute Maître Éric Aligné, qui est l'avocat de Christophe et du chien Curtis. Il était notre invité sur ce plateau il y a quelques semaines. Et pas dire qu'il est avocat du chien, je suis désolée. Alors lui-même le revendique, estimant que le chien n'a pas la parole et il veut dire qu'il est on n'est pas avocat d'un chien. Je voudrais qu'on l'écoute et que vous réagissiez à la version que lui nous livre. Quels sont les chiens présents ce jour-là dans la forêt de Soissons? Curtis, bien sûr, Elisa Pelarski est présente aussi, mais il y a aussi un groupe de chiens
et je n'en dirai pas plus. 27 ou 28, une meute de chiens qui étaient là, ce jour-là, quasiment à la même heure. Donc on a un groupe de chiens, on a des multiples morsures faites par plusieurs chiens, on a un combat entre Curtis et plusieurs chiens, on a la victime qui appelle en disant « je suis attaqué par plusieurs chiens », et vous me dites que ce serait Curtis qui serait le seul responsable, ou même responsable de cette tragédie. On n'y croit pas. On a de ce côté une version qui semble assez précise et claire. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je vais répondre que moi, je n'ai aucune théorie. Vous voyez, justement, je déplore les hypothèses, je déplore les échafaudages. Je n'ai aucune théorie. Je déplore aussi, alors ce qui pourrait être une violation du secret de l'instruction, en réalité une violation du secret professionnel, ce n'en est pas un, puisque à l'époque où il a été entendu sur votre plateau, je sais que ce confrère n'avait pas eu accès au dossier, puisqu'il n'était pas encore officiellement désigné dans la procédure. Vous voulez dire qu'il parle d'une affaire qu'il ne connaît pas ? Ah bah à ce moment-là, il sait sans doute ce que lui en a dit son client. C'est tout. Mais je sais très bien que le jour où il a été entendu, il n'était pas encore officiellement... Le jour où il a été interviewé, on l'a pas entendu. Oui, il a été interviewé. Le jour où il a été entendu parlant, il n'était pas encore officiellement désigné dans le cadre de la procédure. Donc après, je veux dire, il peut parler de ce que lui a raconté son client, il peut parler de... Mais voilà, après... De toute façon, il n'aurait pas pu parler d'un dossier pour lequel, aujourd'hui, une instruction est en cours. Et je n'en vous en parlerai pas plus. Cathy Richard, on va quand même vous poser des questions. On a plein de questions à vous poser. Lui dit, le chien Curtis, il a des traces de morsure. Est-ce que c'est vrai ? Je ne peux pas entrer dans ce genre de détails et je refuse de le faire. Je refuse de faire... Est-ce qu'il y a une autre version que celle-ci ? Je refuse d'entrer... Maître Richard, est-ce qu'il y a une autre version que celle-ci ? Dominique Rizet, je n'entrerai pas dans le cadre du secret, de la violation du secret d'instruction, de la violation du secret professionnel. Je viens ici pour dire une chose. Lui, il l'a fait. Mais lui, il fait ce qu'il veut. C'est son problème. Moi, de mon côté... Sans rentrer dans les détails, la question, Dominique, elle est importante. C'est aujourd'hui, on a livré une version aux gens. Est-ce qu'il peut en exister une autre, sans rentrer dans plus de détails ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites, il faut ouvrir le spectre et regarder toutes les hypothèses ? Alors ça c'est quelque chose que je dis effectivement. Ce que je dis effectivement, c'est qu'il n'est pas question de tirer des conclusions tant que l'affaire continue d'être instruite. D'accord ? Et je refuse qu'on tire des conclusions. Ensuite, que les choses soient claires. Si vous voulez m'entendre dire que c'est Curtis qui a attaqué Elisa, vous ne m'entendrez pas le dire. D'accord ? Parce que justement, parce que je refuse de dire ce n'est pas lui. Donc vous allez dans le sens de toutes ces personnes sur les réseaux sociaux qui disent les chasseurs sont de méchantes personnes, Curtis a protégé sa maîtresse, il était couvert de morsures, donc c'est bien l'hypothèse, la bonne hypothèse, c'est ça ? Je ne vais dans aucun sens. C'est-à-dire ce que je dis aujourd'hui clairement, c'est qu'il n'est pas question aujourd'hui de tirer des conclusions, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Alors je ne dis pas plus que ce sont les méchants chiens de la chasse à courre, je ne dis pas plus qu'elle a été attaquée par les chiens de la chasse à courre à telle heure ou telle heure. Vous ne m'entendrez pas le dire. Vous m'entendrez juste dire qu'il y a un certain nombre de protagonistes dans cette affaire, que Curtis fait partie des protagonistes de cette affaire, que les chiens de chasse à courre font partie des protagonistes de cette affaire, qu'il y a une enquête en cours, une instruction en cours, que de toute façon on ne peut pas rejeter le fait que Curtis était présent. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Et c'est un chien. Et qu'il est le suspect numéro 1. Et aujourd'hui, il est dit sur les réseaux sociaux, il est lâché sur les réseaux sociaux que c'est le suspect numéro 1. Effectivement, j'ai pu lire dans les journaux que Curtis avait mordu à plusieurs reprises, au moins à 2 reprises, après les faits. Ça a été dit, ça a été écrit. Voilà. Ça fait partie de ce qui fait que Curtis est un suspect. D'accord ? Après, je refuse de faire de Curtis un justiciable. Tout à l'heure, je m'élevais quand vous disiez l'avocat de Curtis. C'est ce que dit son avocat, c'est pour ça que je me permets d'insister. Mais ça, c'est complètement délirant. Je termine, parce que ça, c'est très important. Ce qui est complètement délirant dans cette affaire, c'est qu'on oublie Elisa. D'accord ? On oublie Elisa, on oublie la recherche de la manifestation de la vérité. On se retrouve avec des gens qui sont complètement passionnés et qui vont venir dire il faut un avocat pour Curtis. Moi, j'ai reçu une lettre anonyme au cabinet où on me disait que si Curtis était condamné, ce serait de ma faute. Je veux dire, mais on nage en plein délire.
Curtis, de toute façon, Curtis ne sera pas condamné. S'il devait être établi que Curtis était à l'origine ou en partie à l'origine de la mort d'Elisa, le juge d'instruction se poserait la question de savoir qui était responsable de Curtis à ce moment-là, à cause de quoi il se serait passé ça. Comme de la même manière pour les chiens de la chasse à courre. Parce que n'oublions pas que comme justement un chien, un animal n'est pas un sujet de droit proprement parlé, il est protégé comme sujet de droit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas... Je termine là-dessus. En revanche, ce ne sera pas lui qui sera éventuellement condamné. On se posera la question de savoir si oui ou non, il y a une action humaine qui a rendu ceci possible. D'accord? Donc ça, c'est ça la question. C'est pas Curtis, vous voyez? Est-ce qu'il y a une action humaine? Et de toute façon, il est certain que ce jour-là, dans la forêt, il y avait des chiens aussi de chasse à courre. Une meute, ça aboie, d'accord? C'est fait pour stresser. De toute façon, ça fait partie aujourd'hui aussi des divers éléments. Et on va donc attendre de savoir ce que dit la justice. D'un mot, on saura bientôt ou pas les résultats des analyses qui sont en cours? D'un mot, encore une fois, il a été malheureusement dit sur les réseaux sociaux, dans les journaux, qu'on aurait le résultat en février. On ne sait jamais quand on a des résultats d'ADN. On va finir par les avoir quand même. On finira sans doute par les avoir. Il faut savoir que ça va coûter extrêmement cher ou que ça coûte extrêmement cher à la justice, que les juges d'instruction de plus en plus on leur demande des comptes. Et que là, on est dans normal, hein. Et là, on est dans un cadre qui est très différent des analyses ADN humaines. Donc c'est normal que ça prenne du temps. Merci Maître Caté Richard d'être venu nous parler aussi d'Elisa. C'est important de le faire aujourd'hui sur ce plateau. Dominique, on se donne rendez-vous dimanche prochain. On vous retrouve avant d'ici là ce soir sur RMC Story pour Faites entrer l'accusé, l'affaire Annie et François Baudet. Absolument. La mère et le fils qui ont tué le père. C'était un ferrailleur violent, disait-il l'un et l'autre. Et finalement, c'est la plus jeune fille, Rosanne, qui avait 14 ans, qui s'est inquiétée de la disparition de son père. Et un policier, Alain Brunache, de la crime de Nice, qui a retrouvé, qui a démonté toute la machination et permis de retrouver le corps de ce ferrailleur qui était enterré à l'autre bout de la France, en Bretagne. Et c'est à 20h55 sur la numéro 23 RMC Story. D'ici là, on vous souhaite un bon dimanche sur BFM TV.